En débat, sénatrice Bellemare. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, possiblement qu'il est... Peut-être vous l'avez regardé, mais je pense que certains l'ont vu, l'ont regardé attentivement, j'en suis certaine. Mais il demeure néanmoins qu'il est assez hermétique dans sa forme, puisqu'il propose des changements. Alors, je vais vous brièvement vous rapporter un peu ce qu'il contient. Alors, last April, the Rules Committee wrote... En avril dernier, le Comité des règles a écrit au greffier du Sénat en invitant l'administration du Sénat d'identifier des changements aux règles du Sénat sur lesquels le Sénat pourrait se pencher. Au cours de 2 réunions, le 14 juin 2022 et en septembre 2022, le 27 septembre, le greffier, accompagné d'autres hauts fonctionnaires, a circonscrit des enjeux potentiels. Après plus de considération de la part du comité, le rapport dont vous êtes saisi reflète ces changements sur lesquels s'est mis d'accord le comité. Bon nombre de ces changements témoignent de changements mineurs, des erreurs de traduction ou encore des éléments qui ne sont plus nécessaires en raison de changements législatifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela comprend le retrait de l'interdiction sur le fait de fumer dans le Sénat. The non-smoker... Comme la loi sur la santé des non-fumeurs interdit l'usage des tabacs dans les lieux de travail fédéraux depuis 1988, ces dispositions du règlement étaient devenues obsolètes. Toutefois, certains éléments nécessitent des explications plus détaillées et je les aborderai tour à tour. Sous sa forme actuelle, porte sur la préparation et l'impression des projets de loi du Sénat. Il n'a pas été revu de manière significative depuis l'adoption de l'article qui l'a précédé en 1923. Par conséquent, il n'a pas suivi le rythme des pratiques modernes, en particulier le nouveau format de projet de loi mis en œuvre en 2016 par les 3 entités fédérales qui rédigent les lois, soit le Sénat, la Chambre des communes et le ministère de la Justice. Le bureau du légiste et conseiller parlementaire a recommandé que l'article soit abrogé dans son intégralité car ces éléments constitutifs qui concernent la forme des projets de loi modificatifs, les indications typographiques des amendements, notes explicatives sur les projets de loi modificatifs et réimpression des projets de loi du Sénat n'ont pas été strictement respectés depuis de nombreuses années et reflètent une époque où l'information législative pouvait être difficile à obtenir. En lieu et place, le légiste a proposé un nouvel article 10.10 qui permettrait aux légistes et aux conseillers parlementaires d'apporter des corrections administratives et typographiques au projet de loi. Voilà qui simplifierait l'examen article par article, réduirait le risque d'erreur dans les textes législatifs et minimiserait le risque de devoir adopter des amendements supplémentaires pour corriger les erreurs ajoutées au projet de loi tout au long du processus législatif devant les 2 chambres du Parlement. Donc, le libellé proposé est similaire à celui de l'article 154 du règlement de la Chambre des communes. Rule 12-22. L'article 12.23.6 du règlement. Maintenant, selon cet article, il faut joindre au rapport d'un comité qui recommande des amendements un exemplaire du projet de loi imprimé sur lequel ceux-ci sont clairement inscrits. Cet exemplaire et tous les amendements sont revêtus de la signature ou des initiales du président ou du vice-président du comité. En pratique, cette disposition s'est traduite par un processus fastidieux au cours duquel les amendements étaient physiquement coupés puis collés dans une copie du projet de loi. Le comité a appris qu'au cours des dernières années, ce processus a été remplacé par l'ajout d'une copie du rapport de comité au projet de loi. Toutefois, comme cette copie n'est requise à aucun stade ultérieur du processus législatif, elle ne sert à rien et le maintien de cette pratique n'est pas nécessaire.
Au titre de l'article 12-26, les comités doivent déposer des rapports sur les dépenses financières de la session précédente. Les changements progressifs apportés aux exigences de divulgation proactive du Sénat, conformément aux dispositions de la loi sur l'accès à l'information, font en sorte que ces exigences sont redondantes, puisque la législation exige déjà que ces informations soient rendues publiques au moins une fois par trimestre. Étant donné que les rapports prévus à l'article 12-26 couvrent une session plutôt qu'un trimestre ou un exercice, il peut y avoir une certaine confusion car les mêmes informations sont présentées à différents endroits. C'est pourquoi le comité recommande que les articles 12-26-2 à 12-26 parenthèse 4 soient abrogés. En effet, cette méthode de reddition de comptes a été remplacée par d'autres exigences, ce qui rend cette disposition redondante. L'abrogation de ces dispositions ne réduira en rien la transparence concernant les dépenses des comités. 14-1, paragraphe 6, prévoit que lorsqu'une règle, une loi ou une ordonnance exige qu'un rapport ou un autre document soit déposé devant le Sénat, celui-ci peut être déposé auprès du greffier. Ainsi, les fonctionnaires des ministères et des agences gouvernementales doivent se rendre au bureau du greffier pour fournir des exemplaires physiques des centaines de rapports annuels et d'autres documents devant être déposés au Sénat. Dans le cadre de la réponse du Sénat à la pandémie de la COVID-19, des ordres sessionnels autorisant le dépôt de ces documents auprès du greffe par voie électronique ont été adoptés. Bien que cette mesure ait d'abord été prise en raison de la COVID-19, afin de limiter le nombre de personnes devant entrer dans l'édifice du Sénat du Canada, on a rapidement constaté qu'elle présentait des avantages qui dépassaient le contexte de la pandémie. Le dépôt électronique de ces documents facilite leur compilation, leur diffusion auprès des sénateurs et du public en cas de besoin, et leur archivage, en plus de contribuer à la réduction de la consommation de papier, conformément aux objectifs environnementaux du Sénat. Il existe présentement un ordre sessionnel autorisant la poursuite de cette pratique, mais le comité recommande qu'elle soit inscrite dans le règlement au moyen d'un amendement. Enfin, le comité propose un nouvel article 1-1.3 qui permettrait au président du Sénat ou au président d'un comité d'autoriser des ajustements raisonnables à l'application d'un article du règlement ou d'une pratique afin d'assurer la participation entière et équitable d'un sénateur au sein du Sénat. Cette disposition vise à inscrire dans le règlement une pratique de longue date mais informelle, selon laquelle le président et les sénateurs font preuve donc de jugement discrétionnaire, de compassion et de bon sens pour permettre aux sénateurs de continuer à siéger, même s'ils ne sont pas en mesure de se conformer à la lettre à certains articles du règlement. Il convient de noter que l'objectif est d'autoriser des dérogations mineures pour que les sénateurs puissent continuer à participer aux travaux, malgré les contraintes avec lesquelles ils doivent composer à l'heure actuelle. Toute modification substantielle de leur situation ne devrait être abordée que par le biais d'une motion de fond adoptée par le Sénat. Avant de conclure, je souhaite mettre en relief un élément de la proposition du greffier qui n'est pas incluse dans le présent rapport et qui concerne l'examen des rapports du comité permanent sur l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs. Le greffier a relevé des problèmes potentiels en ce qui concerne les délais qui sont alloués pour l'examen d'un rapport visant un sénateur et la possibilité qu'un vote sur le rapport doive avoir lieu avant que le sénateur en question n'ait eu l'occasion de présenter sa version des faits.
Avant d'aborder ce point, le comité tenait à consulter le comité permanent sur l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs, et c'est pourquoi cette question ne figure pas dans le présent rapport. Toutefois, des consultations ont eu lieu et d'éventuels amendements au règlement seront soumis à l'examen du comité. S'ils sont adoptés, un nouveau rapport suivra. Sur ce, je vous remercie et j'espère que vous adopterez ce rapport en temps opportun. Merci. Sénateur Down, vous avez une question. Oui. Je suis préoccupée par la nouvelle règle 113. Pourquoi dans la version française, on utilise le mot « mais » au lieu de « shall », donc dans la version anglaise? On dit que si une disposition de ces règles ou de ces pratiques constitue un obstacle à la participation entière et égale, en raison donc d'une difficulté qui relève de la loi sur l'accessibilité, alors il y aura des mesures qui seront prises. C'est ce qu'on dit. Alors pourquoi utilise-t-on le mot « mais » ? En français, on utilise le mot « le président du Sénat ou le président d'un comité peut autoriser ». Alors, ma compréhension de la proposition qui a été écrite par les greffiers, c'est qu'actuellement, c'est à la discrétion complète du président que des ajustements mineurs sont faits. Il le fait, mais ce n'est pas inscrit dans le règlement. Alors, compte tenu des débats que nous avons eus dans le cadre du projet de loi sur l'accessibilité, nous avons cru bon de mettre dans le règlement que le président a la permission ou l'autorité de prendre des dispositions, de s'ajuster pour permettre la participation. Alors, on a utilisé le mot « peut » dans le contexte que c'est ce qu'il fait maintenant. Donc, on n'est pas allé plus loin que ça. C'est la réponse que je peux m'amener à donner. Maintenant, je ne peux pas demander aux greffiers pourquoi, en anglais, ils ont utilisé shall. C'est la même chose que peut. C'est pas la même chose. Doit. OK. Donc, OK. Ah, bien, c'est une bonne question. Alors, si c'est pas la même chose qu'en anglais, là. Non, c'est sûr, mais c'est ça. OK. Oui. Bon. Alors, parce que j'ai la copie en français ici des changements de règlement. Alors, voilà. Alors, on vous reviendra là-dessus. Senator Down. Thank you, and I trust in. Sénateur Down, merci. Je crois que vous êtes d'accord pour dire que cette question ne devrait pas relever d'un pouvoir discrétionnaire, à savoir si les sénateurs peuvent bénéficier d'une participation entière si ils souffrent d'une invalidité. Par exemple, certains ont eu des problèmes visuels et donc il faudrait une participation pleine et entière. Je suis d'accord avec l'intention, mais je ne sais pas si elle est présente. Ensuite, mon autre question concerne la règle 2.8a. Lorsque le Sénat siège, il n'est pas permis aux sénateurs d'avoir des conversations privées et le président peut les autoriser, leur demander de sortir. Donc, il y a des perturbations. Si quelqu'un parle trop fort, par exemple, les gens peuvent froncer les sourcils. Mais si je prends la parole à partir de mon siège, est-ce que je viole les règles? Tu as raison, c'est la règle actuelle. Ça n'a rien de changé. C'est pas ça qui a été changé. C'est dans 2,8, on a enlevé l'interdiction de fumer. Mais les points A et B, c'est dans la règle actuelle. Alors, il n'y a pas aucun changement qui est proposé là. Et on sait que, bon, on peut pas se mettre à parler, effectivement,
au Sénat puis à déranger les autres. Mais on n'a pas fait de modification à ce point A. Il est resté tel quel.